Une pharmacie hospitalière en santé mentale, comme en MCO, s'occupe de l'approvisionnement en médicaments et en dispositifs médico-stériles pour les patients hospitalisés, mais aussi d'autres missions comme la sécurisation des produits de santé, toutes ces missions qui sont définies par la réglementation. Ce qui change en fait en santé mentale, c'est la multiplicité des structures ambulatoires, hôpitaux de jour, appartements thérapeutiques, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, etc., les CMP, ce qui élargit le périmètre des dispensations par rapport à un établissement MCO qui n'a que l'hospitalisation pratiquement. Donc les pharmaciens en psychiatrie ont beaucoup de fonctions transversales dans le domaine de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Ils travaillent dans les sous-commissions de la CME, ils s'occupent également de la formation des soignants. Ils mènent des actions de pharmacie clinique, comme par exemple, on a démarré la conciliation médicamenteuse à l'entrée ou à la sortie du patient. Ils sont impliqués également dans la démarche d'éducation thérapeutique en participant aux programmes d'éducation thérapeutique qui sont autorisés par les ARS. Également le suivi d'indicateurs. Alors effectivement, actuellement, le travail de la pharmacie, à part bien sûr l'approvisionnement en médicaments des patients, le travail est mis entre parenthèses. Il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de projets qui sont suivis. Nous avons été sollicités très rapidement au début de la crise par l'ARS pour être plateforme de redistribution pour le compte du GHT par rapport au matériel comme les masques, masques chirurgicaux et masques FFP2, puis rapidement avec les autres équipements de protection comme les surblouses par exemple. Et puis dès fin mars, on a reçu les stocks nationaux qui ont été répartis par les ARS. Nous avons également acheté des matières premières pour pouvoir fabriquer de la solution hydroalcoolique au moment où il n'y en avait plus sur le marché, au tout début de la crise, de façon à pouvoir maintenir l'approvisionnement des services de soins qui en avaient besoin. On a sollicité également le CHRU de Lille qui, lui, avait fabriqué en grande quantité cette solution hydroalcoolique. Mais on s'est trouvé rapidement face à des pénuries de flacons, donc on avait heureusement anticipé et demandé à tous les services de nous ramener les flacons vides de solutions afin qu'on puisse les laver et les remettre en circuit en reconditionnant cette solution hydroalcoolique. Je travaille sur Bailleul régulièrement dans le cadre de cette collaboration et je me charge également de faire les livraisons de masques pour cet établissement, livraison de surblouses également, ce qui évite de mettre en plus des navettes en place. Donc les stocks nationaux nous arrivent sur la plateforme le vendredi. On a une dotation d'une semaine et on redispatche à tous les établissements du GHT, mais aussi toutes les EHPAD de la région jusqu'au bord des Flandres, les établissements médico-sociaux, les transports sanitaires et puis également les pompiers au début de la crise. Maintenant, ça s'est arrêté, ils ont une centrale d'approvisionnement commune. La crise du Covid, en fait, a été un accélérateur de cette mutualisation provisoire pour le moment des achats des dispositifs médicaux au sein du GHT. Les matériels, les dispositifs médicaux, les médicaments qui sont en pénurie sont partagés de ce fait entre les 4 établissements et les achats sont répartis selon les besoins et les stocks de ces 4 établissements. Alors, il me semble que les équipes médicales ne se rendent pas compte de ce travail qui est fait par derrière de la gestion des appros par les équipes pharmaceutiques, mais également aussi par les autres acheteurs des établissements du GHT, avec lesquels nous entretenons des relations étroites au téléphone, hein, bien sûr, mais régulières, de façon à maintenir cette distribution des moyens de protection aux services qui le demandent. Nous investiguons ensemble auprès de tous les fournisseurs possibles. Alors, on a investigué auprès de nos fournisseurs pharmaceutiques, mais rapidement en rupture de stock. On a cherché auprès des fournisseurs de la grande distribution. Par exemple, les lunettes de bricolage, les combinaisons anti-amiantes qu'on trouve dans les marchés, les supermarchés de bricolage, ou bien les entreprises agroalimentaires pour les tabliers plastiques, les surblouses qui sont utilisées en cuisine centrale.
et même les cliniques vétérinaires dans lesquelles on est allé chercher des surblouses de vélage au moment où on était vraiment, en rupture. Un seul objectif, nous anime dans ce travail, qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement pour les soignants et donc les patients qui en ont besoin. Et pourtant, l'image des pharmaciens n'est pas toujours, celle-là qui est au rendez-vous, car, on dispose des stocks et on nous voit parfois comme ceux qui bloquons, ces stocks, ou on réduit les demandes quand on les juge non appropriées. Il faut reprendre également encore et toujours, les consignes, les des protocoles qui sont mis en place au niveau de l'UPRIA, c'est-à-dire, la cellule d'hygiène, sur le port des masques, sur les mesures de protection, sur les gestes barrières et surtout ne pas céder, à la pression ambiante de panique de ceux qui ont peur. La réquisition des masques est effective depuis fin mars et celle des médicaments plus tardivement, depuis la semaine dernière, en fait. Cette gestion centralisée limite un peu, en théorie, le champ des commandes pour les pharmacies, des établissements, mais elle permet aussi d'éviter que certaines pharmacies surstockent inutilement, sans besoin immédiat, par peur peut-être aussi. Ça permettra, de répartir, les produits sur le territoire en fonction, des besoins qui sont remontés, de façon hebdomadaire au travers des données, qui sont collectées, données de stock et données de consommation qu'on fait remonter auprès des ARS. La première chose positive que nous espérons, c'est que les règles d'hygiène en général et l'hygiène des mains en particulier soient pérennisées par les soignants et que peut-être dans les années à venir, on ait un peu moins d'épidémies de grippe l'hiver ou de gastro. Espérons également que les pouvoirs publics prennent enfin en compte les demandes réitérées des hôpitaux en moyens humains et en moyens matériels afin d'assurer une bonne qualité des soins prodigués aux patients. Mais c'est dans les moments de crise comme celui-ci que se révèle aussi la vraie nature des individus. Il y a ceux qui se sont mis en arrêt de travail dès le début de la crise, ou bien ceux qui ont des idées fixes, comme si le port du masque, par exemple, allait tout résoudre, alors que ça peut être l'inverse. Il y a ceux qui ont un avis sur tout et qui annoncent leurs idées comme des vérités, et ceux qui les entendent, du coup, qui sont déstabilisés. Il y a ceux qui mangent Covid, qui boivent Covid, et qui de ce fait savent mieux que les professionnels hygiénistes ou épidémiologistes, car les médias, c'est bien connu, détiennent la vérité. Heureusement, il y a ceux aussi qui se révèlent à la lumière de cette crise avec toute une solidarité qui se met en place, un partage des tâches, une empathie. Ceux qui ne comptent pas leurs heures et qui vont se démener tout au long de la crise afin que vive, ou plutôt survive l'hôpital et nos patients du mieux possible. Et je souhaite vraiment rendre hommage à ces personnes.